C'est l'heure à présent du Focus. Nous sommes à 12 jours maintenant du premier tour de l'élection présidentielle en France. Les candidats sont appelés à prendre position sur tous les sujets de société. Quid de l'éducation? Les performances des élèves français en français et en mathématiques laissent à désirer. On l'a encore vu dans le dernier classement PISA publié en décembre. Les classes sont souvent surchargées, rendant impossible l'accompagnement des élèves en difficulté. Quant à la formation des enseignants, elle pose également question. On regarde le reportage de Karima Kiki. On en parle juste après avec notre invité. Dans l'État d'Arizona, mon père est ingénieur en électronique, ma mère est pianiste. Nous vivons à 6 dans une grande maison et sommes tous... Sandrine a toujours eu la vocation. Contrairement à la plupart de ses collègues, elle a choisi de travailler dans cet établissement, au cœur d'un quartier défavorisé de Paris, pour se consacrer aux élèves en grande difficulté. Elle est en poste ici depuis 2 ans, après avoir commencé à Dreux. Et la table de Sean, exercice 5. Comme dans la plupart des quartiers en difficulté, plus d'un élève sur 2 ne maîtriserait pas les savoirs fondamentaux, lire et compter. Alors pour aider les plus faibles, les classes sont allégées. La jeune enseignante n'a que 21 élèves contre 30 en moyenne en France. Je vois que les élèves, au niveau lecture, les lectures orales, c'est difficile. Après, ce sont des élèves qui ne lisent pas forcément beaucoup à la maison, qui n'ont pas l'amour du livre. On ne leur a pas transmis. Et c'est difficile. c'est difficile et je pense qu'il faut vraiment y réfléchir. Quand on a beaucoup d'hétérogénéité, notamment dans des écoles comme ça, il y en a beaucoup. C'est compliqué. On a beau faire de la différenciation, je pense qu'il faudrait vraiment prendre du temps pour ces élèves-là, ces élèves en difficulté, afin de les amener au collège, parce qu'on sait qu'au collège, ça va se creuser davantage, quoi. Ces élèves sont en CM2 et tous ne savent pas encore bien lire. Sandrine se sent démunie malgré ses 10 ans d'ancienneté. Le plus difficile, c'est le manque de mixité sociale. Ici, les élèves cumulent les difficultés économiques. L'Éducation nationale ne lui a jamais proposé de formation particulière pour gérer des enfants en grande difficulté scolaire. Tu t'assois. Parce que vous n'avez toujours pas commencé. On a des élèves qui sont difficiles, on n'a pas forcément la bonne posture, donc c'est vrai qu'avoir des aides au niveau de ça pourrait être bien. Et même au niveau des familles, ce sont souvent des familles qui sont issues de l'immigration. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là, donc j'espère qu'on y arrivera, ce serait vraiment bien. Sur le terrain, les professeurs des écoles sont dépassés, usés et totalement démotivés face à l'ampleur de la tâche. Du côté des syndicats d'enseignants, on dénonce l'inefficacité des politiques, de droite comme de gauche, menées depuis plus de 30 ans. L'éducation nationale, c'est le chantier permanent. Il faudrait presque qu'on ait un casque sur la tête. Et dans ce chantier permanent, il faut tout le temps mettre en œuvre des dispositifs différents. Alors on s'adapte à un dispositif, puis 2-3 ans plus tard, on y dit « Ah non, finalement, c'est pas ça, il faut changer ». Et donc on est dans la course à l'échalote en permanence, en ayant l'impression aussi qu'en tant que professionnel, on n'est pas respecté. Le plus alarmant pour ce syndicat classé à gauche, c'est la suppression des UFM, l'école des formations des maîtres, en 2010. Les nouveaux enseignants n'ont que 4 semaines d'observation pour se former. Actuellement, on a une remise en état, on va dire, de la formation des enseignants qui est très partielle, très incomplète, pas du tout effective. L'autre souci qu'on a, c'est qu'actuellement, les meilleurs élèves ne deviennent pas professeurs dans le système français, parce qu'être prof en France, c'est être mal payé, c'est être soumis à critique constante, c'est devoir changer ses méthodes tous les 3-4 ans au fil des lubies des différents ministères ou des différents gouvernements. C'est pas du tout un métier qui fait envie. Le Conseil national d'évaluation du système scolaire, le CNESCO, a décidé d'interpeller les candidats à la présidentielle. C'est un organisme un peu à part dans le paysage français. Cette instance, composée de parlementaires de droite comme de gauche, a pour mission d'évaluer les politiques scolaires. Nathalie Mons, sa présidente, définit le Conseil comme un lanceur d'alerte en éducation. Il est très important de pouvoir inscrire les politiques scolaires dans une continuité
Et ceci n'est possible que si on sort l'école d'un débat idéologique, si on sort l'école vraiment d'un débat politique dont elle est l'otage, des programmes de droite, des programmes de gauche, et si on l'arrime davantage à des résultats scientifiques. Le système éducatif français aggrave les inégalités sociales au lieu de les réduire. C'est pour cette raison que le CNESCO recommande de mieux suivre les élèves tout au long de leur apprentissage. Il va falloir finalement mettre en place des dispositifs qui permettent aux enseignants de mieux suivre de façon plus individualisée, notamment les élèves en difficulté. En France, on mise beaucoup sur ce qu'on appelle la remédiation, c'est-à-dire qu'on attend que les élèves soient en difficulté, c'était par exemple le redoublement auparavant, alors que les pays qui réussissent misent sur la prévention des difficultés scolaires. L'éducation nationale est le premier budget de l'État, près de 69 milliards d'euros. Pas vraiment la priorité de la campagne électorale. Aucun candidat, par exemple, n'a repris dans son programme les pistes de réflexion lancées par le CNESCO. Et on est en ligne maintenant avec notre invitée Marie Durubella. Bonjour, vous êtes sociologue de l'éducation, chercheur notamment à l'Institut de recherche en éducation. Le dernier rapport du CNESCO, dont la présidente est interviewée dans le reportage, affirme que l'école publique française amplifie les inégalités sociales. Est-ce que vous partagez ce constat ? Oui, mais il faut bien que ce soit compris. Quand on dit que l'école amplifie les inégalités sociales, ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'à la supprimer et qu'on aurait moins d'inégalités sociales. Ce qu'on veut dire, c'est qu'elle n'arrive pas à combler les inégalités qui existent dès les plus jeunes âges entre les enfants, qu'il s'agisse de leur vocabulaire ou même de ce qu'ils savent déjà faire parce qu'ils l'ont appris dans leur famille. L'école n'arrive pas à combler ces inégalités. Et c'est en ce sens qu'elle va les laisser s'accumuler au fil du temps, sans réussir à les éradiquer. Est-ce que, en donnant plus de liberté aux établissements publics et ainsi les rapprocher du fonctionnement de celui des établissements privés, ça permettrait de lutter plus efficacement contre la reproduction de ces inégalités ? Oui et non, parce que les établissements privés ont un gros privilège, c'est qu'ils choisissent leurs élèves. Or, l'école doit être ouverte à tous les élèves. Qu'ils aient des handicaps ou des atouts, elle doit les prendre tous. Donc déjà, on ne peut pas reprendre cet avantage du privé et laisser sur le bord de la route un certain nombre d'élèves. Par contre, ce qui est intéressant dans le privé, mais c'est parce que justement, elle s'adresse à des clients, c'est qu'on va être très attentif aux demandes des parents et aux besoins éducatifs des enfants. L'école publique se donne pour tâche principale l'instruction. Peut-être qu'elle néglige un petit peu cet aspect éducatif, qui est plutôt à l'heure actuelle un atout du privé. Justement, quelle devrait être selon vous la finalité du cursus scolaire ? Nous donner toutes les cartes pour se sentir bien et utile dans la société, ou bien avoir le bon diplôme qui permettrait d'avoir le bon travail ? C'est pas aux chercheurs à trancher cette question, c'est une question politique. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, on voit bien que tous les élèves ne maîtrisent pas les acquis fondamentaux et ont tellement peur du chômage qu'ils continuent leurs études, même s'ils sont très justes, parce qu'ils ont peur de ne pas avoir le diplôme qu'il faut. Donc là, il faut sans doute casser un petit peu cet aspect utilitaire des formations et se recentrer sur dire qu'il n'est pas possible dans un pays comme le nôtre d'avoir des enfants qui, à 12 ans, ne savent pas lire. Je pense qu'il faut quand même trier les priorités et l'emploi, c'est après. Mais en tout cas, il faudra savoir lire. Un mot justement du décrochage scolaire, notamment dans les milieux les plus défavorisés. Quelle est la position de la France par rapport aux autres pays de l'OCDE, par exemple ? Ce qui caractérise la France, c'est que ces difficultés très précoces qu'on observe dans tous les pays, justement, ne sont pas rattrapées dans la classe, sans doute parce qu'une spécificité française, c'est de ne pas former de manière professionnelle les enseignants. Nous, on a toujours eu l'idée en France que c'était un art d'enseigner. D'ailleurs, on a pu fermer à un moment tous les centres de formation des maîtres parce qu'il suffisait d'être bon dans sa discipline. Et ça, c'est vraiment une spécificité française, de considérer que ça ne s'apprend pas enseigner, qu'il n'y a pas des techniques comme pour tout professionnel. Et la deuxième spécificité, j'ajoute, c'est que dans notre pays, nous envoyons les enseignants débutants dans les classes les plus difficiles. Et ça aussi, c'est quand même un gros problème typiquement français. Merci beaucoup Marie Durubella pour votre expertise sur ce sujet des inégalités sociales, notamment au sein de l'école. Merci encore. C'est la fin de ce focus. Je vous remercie de l'avoir suivi.